Le propriétaire de l'hôtel s'était fait passer pour un client cette nuit-là, pour découvrir qui le volait en silence. La femme de chambre du 8e étage répondit à un appel d'une voix brisée, et en moins d'une minute, l'homme aux bras croisés comprit que la voleuse n'était pas elle. Le couloir du 8e étage du grand hôtel Belle Étoile sentait le parfum cher et le silence acheté. Les lumières tamisées des appliques dorées tombaient sur l'épais tapis, de manière à ne pas laisser d'ombre. Il était presque minuit, et la ville dehors dormait déjà. Mais là, à l'intérieur, sous cette douce lumière dorée, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment croisées, étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le cours des choses. Maxime Beaumont-Duras, propriétaire absolu de la chaîne hôtelière Belle Étoile, était appuyé contre le mur du fond du couloir depuis plus d'une heure, vêtu sans ostentation, sans montre visible, sans rien qui puisse le démasquer. Toute personne passant par là le prendrait pour un client insomniaque, sorti s'étirer les jambes. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Il avait passé des semaines à planifier cette nuit. Il était arrivé à l'hôtel enregistré sous un faux nom. Il avait séjourné dans une suite du 7e étage, juste en dessous de l'étage exécutif. Il avait dîné seul au restaurant. Il avait commandé le service en chambre. Il avait observé en silence chaque visage qui croisait son champ de vision, sans que ces visages sachent qu'ils étaient évalués par l'homme, dont le nom figurait gravé en bronze à l'entrée de l'immeuble. Il avait une raison, ancienne, douloureuse, qui l'avait transformé en ce qu'il était maintenant. Un homme qui ne faisait confiance à personne de sa propre équipe. Des années auparavant, son propre frère associé lui avait vidé une partie importante du patrimoine familial avant de disparaître du pays. Maxime avait appris cette fois-là une leçon qui ne l'avait plus quitté. Le voleur vit toujours à l'intérieur de la maison. Et cette nuit-là, après des mois de petites incohérences dans les rapports financiers du grand hôtel Belle Étoile, sa propriété phare, le joyau de la chaîne, il avait décidé de faire ce qu'aucun entrepreneur sensé ne ferait. S'infiltrer personnellement, sans prévenir personne, pas même Renaud Dubois, son gérant historique, l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. Le plan était simple, passer 2 nuits à arpenter les couloirs comme un client anonyme, observer le personnel, identifier le traître. Ce que Maxime ignorait alors qu'il attendait appuyé contre ce mur, c'est que le véritable traître était beaucoup plus proche de lui qu'il n'aurait jamais pu le soupçonner. Et que la personne qu'il était sur le point de rencontrer dans le couloir, la personne qu'il avait décidé de surveiller en premier pour une raison qu'il ne se souvenait presque plus, était exactement la seule personne de l'étage qui allait cette nuit-là. Tout lui, sauver ce qu'il croyait avoir perdu. Au bout du couloir, une porte de service s'ouvrit. Valérie Dufour en sortit, poussant un chariot de serviettes pliées. Mère célibataire, femme de chambre depuis des années dans cet hôtel, femme au mouvement discret et à la mémoire entraînée, qui se souvenait de chaque détail de chaque chambre qu'elle nettoyait. Elle avait les cheveux attachés par une simple pince, le tablier blanc impeccable et la posture droite de celle qui sait que l'invisibilité fait partie du travail. Maxime la regarda depuis son coin. Il nota mentalement l'heure. Il nota mentalement la direction de ses pas. Il nota mentalement la chambre devant laquelle elle s'arrêta. La suite 814. La suite 814 lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait plus quoi. Valérie frappa à la porte de 2 coups doux. Elle attendit, frappa de nouveau, puis utilisa la clé de service et entra. La porte resta entr'ouverte. Maxime entendit de loin la voix fragile d'une femme âgée qui saluait la femme de chambre avec une affection qui n'avait rien de protocolaire. « Madame Odette, je vous ai apporté vos serviettes et les médicaments que vous avez demandés à la réception cet après-midi. Comment s'est passée votre journée ?»« Oh, Valérie, ma petite, entrez, ma chère. » Maxime fronça les sourcils. Ma petite n'était pas le salut d'une cliente à une employée, c'était autre chose. C'était un salut d'appartenance. Il sortit discrètement son portable de sa poche, chercha dans le système interne de l'hôtel, auquel il avait un accès complet depuis son téléphone privé, sans que personne de l'équipe ne le sache, l'enregistrement de la suite 814. Il le trouva, et en le voyant, sentit quelque chose. À l'intérieur de lui se glacer. Madame Odette Bertrand, cliente permanente. Elle vivait dans cette suite depuis des années, mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport, quelque chose qu'il n'avait jamais lu, car il n'avait jamais descendu aux détails des comptes individuels des clients permanents. C'était l'affaire du gérant Renaud, quelque chose qui, soudain, brillait sur l'écran du portable comme une alarme silencieuse. Le compte mensuel de Madame Odette contenait des frais qui ne correspondaient pas à son profil. Service de spa qu'elle n'avait jamais utilisé, dîner au restaurant à des heures où elle ne descendait jamais,
Bouteilles de vin coûteux consommées dans des chambres qui n'étaient pas les siennes. Maxime continua de regarder l'écran. Ce compte était gonflé de charges fantômes depuis des mois. Et puis, avant qu'il ne puisse traiter ce qu'il voyait, il entendit autre chose. À l'intérieur de la suite, la voix fragile de Madame Odette s'éleva d'un ton. Elle passa du salut affectueux à quelque chose de différent. Quelque chose qui sonnait comme de l'inquiétude. « Ma petite, j'ai reçu une autre facture de l'hôtel. Sais-tu ce qui se passe? Je ne suis pas sorti de cette chambre depuis une semaine, ma petite. Mais mon compte a des frais pour des choses que je n'ai pas demandées. Que faire, Valérie? Je n'ai plus d'argent. » Il y eut un silence. Puis la voix de Valérie répondit bas, très bas. Si bas que Maxime dut avancer de 2 pas dans le couloir pour l'entendre. « Madame Odette, ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je vais me renseigner, je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne signez rien avant que je vous reparle. Et si quelqu'un du personnel frappe à votre porte à des heures indues, n'ouvrez pas. Vous m'entendez? Valérie, ma petite, que se passe-t-il dans cet hôtel? Madame Odette, je ne peux pas encore vous le dire, mais ayez confiance en moi, comme vous avez toujours fait. » Maxime serra son portable dans sa main. Le sang lui monta à la tête. « Comme vous avez toujours fait. » Ces mots avaient un poids qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Valérie sortit de la suite, ferma la porte avec précaution, appuya un instant son front contre le bois. Maxime, du fond du couloir, put voir le geste. La femme de chambre respira profondément, puis elle se redressa, ramassa le chariot et commença à marcher vers la porte de service. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, son portable sonna, une sonnerie basse, presque honteuse, dans la poche de son tablier. Valérie le sortit en hâte, regarda l'écran et en voyant qui l'appelait, tout le corps de la femme changea. Maxime le remarqua. Il remarqua comment ses épaules se tendirent, comment sa main libre s'appuya contre le mur du couloir pour se soutenir, comment sa respiration devint courte. Elle répondit « Bonjour. Oui, c'est moi. Oui. Pause. Comment? Comment dites-vous? Pause plus longue. Mais docteur, ce n'est pas possible. J'ai payé l'ordonnance il y a 2 jours. J'ai laissé le reçu dans le tiroir de la pharmacie. La voix de Valérie se brisa. Elle se fendit en deux comme un ver fin. Maxime de son coin resta très immobile. Cette femme écoutait quelque chose de l'autre côté du téléphone qui la faisait s'effondrer en silence au milieu d'un couloir d'hôtel 5 étoiles. « Docteur, s'il vous plaît, ne suspendez pas les médicaments d'Antoine cette nuit. J'irai à la pharmacie demain à la première heure. Je vous jure que j'irai, mais ne les suspendez pas, s'il vous plaît. » Une autre pause plus longue, plus dense. « Combien? Pause. Combien exactement? Pause. » Et alors Valérie Dufour, la femme qui pendant des années avait été invisible à cet étage, appuya son dos contre le mur du couloir et glissa lentement jusqu'à s'asseoir par terre, le portable toujours contre l'oreille et les yeux pleins de larmes qu'elle ne se permettait pas de laisser couler. « Docteur, je vous promets que j'irai demain sans faute, juste ne suspendez pas les médicaments cette nuit. » Elle coupa l'appel. Elle resta assise par terre, porta sa main libre à sa bouche pour ne pas faire de bruit et leva le regard. Elle vit, debout au fond du couloir, un client inconnu qui l'observait, les bras croisés. Valérie se redressa immédiatement, s'essuya les yeux du revers de la main, arrangea son tablier, fit tout ce que le manuel du grand hôtel Belle Étoile lui avait appris à faire lorsqu'un client la trouvait à un moment où il n'aurait pas dû la voir, mais quelque chose en elle cette nuit-là ne parvint pas à se recomposer entièrement. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Si vous me permettez, je vous apporte ce qu'il vous faut dans un instant. » La voix de l'homme du fond était calme, basse, sans aucun ton d'exigence. « Je n'ai besoin de rien, j'étais juste ici. Excusez-moi de vous avoir vu à ce moment-là. Ce n'était pas mon intention. » Valérie hocha la tête, ramassa le chariot, fit le geste de se retirer. Mais avant qu'elle ne puisse passer à côté du client, l'homme parla de nouveau, cette fois d'une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas la curiosité d'un client, quelque chose qu'elle, sans savoir pourquoi, identifia instantanément comme dangereux. « Madame, une seule question. La dame de la suite 814 a-t-elle des problèmes avec son compte depuis longtemps ?» Valérie s'arrêta net et sut, à cet instant précis, que l'homme aux bras croisés au fond du couloir du 8e étage n'était pas un client ordinaire, et que la question qu'il venait de poser la plaçait cette nuit-là, devant la plus grande décision de sa vie. D'adulte, Valérie resta debout au milieu du couloir, les mains serrées sur le chariot. L'homme du fond n'avait pas bougé. Il était toujours là, les bras croisés, avec ce regard qui n'était pas celui d'un client, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore décidé de donner. Une partie de Valérie, la partie prudente,
la partie qui pendant des années avait appris à survivre en gardant le silence, lui criait de l'intérieur de mentir, de dire qu'elle ne comprenait pas la question, de se retirer poliment, d'aller pleurer dans les toilettes du personnel et de recommencer le lendemain comme si de rien n'était. Mais l'autre partie de Valérie, celle qui venait d'entendre le médecin lui dire qu'ils allaient suspendre les médicaments d'Antoine cette même nuit, la partie qui venait de promettre à Madame Odette qu'elle allait se renseigner sur ce qui se passait, la partie qui portait depuis des mois des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute, cette partie-là lui dit autre chose. Elle lui dit que c'était être la dernière chance que la vie lui donnerait de parler. Elle respira profondément. « Monsieur, excusez-moi, pourquoi demandez-vous des informations sur le compte de Madame Odette ?» L'homme du fond hésita à peine une fraction de seconde. Puis il fit 2 pas en avant, sortit de la zone sombre de l'applique dorée, et, pour la première fois, Valérie put le voir sous une meilleure lumière. Ce n'était pas un jeune client, ce n'était pas un homme nerveux, c'était un homme mûr, à la présence tranquille, de ceux qui ont commandé pendant des années sans avoir besoin d'élever la voix. Et à cet instant, en le regardant de près, Valérie comprit quelque chose de plus. Elle avait déjà vu ce visage, quelque part, sur un document de l'hôtel, sur un tableau du hall, sur une brochure d'entreprise qui avait circulé parmi le personnel. Ce n'était pas possible, ce ne pouvait pas être possible. « Madame !» dit l'homme d'une voix basse et ferme. « Je m'appelle Maxime Beaumont-Duras, et cet hôtel est le mien. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Son corps entier trembla. Elle porta ses 2 mains à sa poitrine, puis à son tablier, puis de nouveau à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de parler. « Monsieur Beaumont-Duras, calmez-vous madame s'il vous plaît, je ne suis pas venu vous effrayer, je suis venu comprendre. Cette nuit je suis dans mon propre hôtel déguisé en client pour une raison très précise, et je vais vous demander, avec tout le respect que vous méritez après ce que je viens de voir, de me faire confiance pendant les prochaines minutes. Ce que vous déciderez de me dire ou non n'affectera pas votre travail. Je vous donne ma parole, et ma parole dans cet immeuble est la seule chose qui vaille plus que ma signature. » Valérie tenta de répondre. Sa voix ne sortit pas, elle hocha la tête. Maxime continua de parler avec le même calme. « J'ai entendu une partie de votre appel avec le médecin. Je n'ai pas voulu écouter, mais je l'ai entendu. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi un homme comme moi s'intéresse à ce qui arrive cette nuit à une employée de son hôtel, je vais vous répondre avant que vous ne posiez la question, parce que depuis des années, quelque chose ne me convient pas dans cet immeuble, et parce que la femme qui est à l'intérieur de la suite 814, Madame Odette, vient d'apparaître sur un écran avec un compte qu'elle ne devrait pas avoir, un compte gonflé de frais qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que lorsque vous êtes entré dans cette suite il y a 10 minutes, elle vous a traité comme si vous faisiez partie de sa famille, et cela m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. » Valérie s'appuya contre le mur, ses jambes la soutenaient à peine. Elle sentait le téléphone serré dans sa paume, comme si la voix du médecin était toujours de l'autre côté. « Monsieur Beaumont-Duras, Madame Odette est comme ma famille. Je la connais depuis de nombreuses années. Avant que je ne commence à travailler dans cet hôtel, Madame Odette et son défunt mari ont connu ma mère, paix à son âme. Quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvé seul avec un fils nouveau-né, c'est Madame Odette qui m'a aidé à trouver ce travail. Je dois à cette dame le peu que j'ai, et depuis des mois, monsieur, il se passe quelque chose avec son compte, et avec d'autres comptes aussi, des comptes de clients âgés, de clients permanents qui ne sortent pas de leur chambre. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, monsieur, mais j'avais peur de parler parce que mon fils Antoine dépend d'un médicament qui coûte un salaire entier. Et si je perds ce travail, mon fils perd son traitement. » Maxime l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément. Sa mâchoire était serrée. « Madame, dites-moi votre nom. »« Valérie Dufour, monsieur. »« Madame Valérie, votre fils Antoine aura ses médicaments cette nuit. Ne me demandez pas comment, ayez juste confiance. Et à partir de ce moment, ce jeune homme aura ses médicaments tous les mois que la vie l'exigera, sans que vous n'ayez plus jamais à demander à un médecin de ne pas les suspendre. Cela proviendra de la fondation d'entreprise que ma propre société maintient pour les cas sociaux et qui jusqu'à présent ne vous a jamais été offerte parce que personne dans ma direction n'a jugé important de vous en parler. » Valérie porta ses 2 mains à son visage. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle puisse les retenir. Ce n'était pas un cri bruyant, c'était le pleur silencieux, ancien, contenu pendant des mois, d'une femme qui reçoit enfin un soulagement qu'elle n'espérait jamais recevoir. Mais Maxime ne la laissa pas s'enfoncer dans l'émotion. Il lui parla avec la douce fermeté des hommes qui comprennent que ce n'était pas encore le moment de se reposer. « Madame Valérie, j'ai besoin que vous me racontiez tout, mais avant,
J'ai besoin que vous me répondiez une seule chose, avec une honnêteté absolue, même si la réponse vous semble dangereuse. Oui, monsieur. Qui dans cet hôtel vous donne des ordres concernant les chambres des clients permanents? Qui est la personne qui signe les mouvements de compte de Madame Odette et des autres clients âgés que vous venez de mentionner? Valérie déglutit. Elle savait que prononcer ce nom à voix haute devant le propriétaire de l'hôtel dans le couloir du 8 étages, à presque minuit, pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait construit jusqu'alors. Mais elle savait aussi, avec une nouvelle clarté, que le taire lui coûterait quelque chose de bien pire. Elle le dit. Monsieur Renaud Dubois, monsieur, le gérant général de cet hôtel. Maxime Beaumont-Duras ne bougea pas, ne cilla pas. Il ne fit aucun geste, mais à l'intérieur, en silence, il sentit 20 ans de confiance aveugle commencer à s'effondrer au ralenti. Renaud, l'homme qu'il avait considéré comme son bras droit avant même d'hériter de la chaîne, l'homme qui avait été aux côtés de son père lors de la fondation du premier hôtel familial, l'homme qui était le parrain de sa fille aînée, l'homme qu'il n'avait jamais, même dans le plus sombre de ses pensées paranoïaques, mis sur la liste des suspects. C'est lui, Madame Valérie. La voix de Maxime sortit rauque, différente. J'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous cette nuit par la porte principale. J'ai besoin que vous récupériez vos affaires dans le vestiaire du personnel, sans passer par le bureau de direction. Et j'ai besoin que demain, à la première heure, vous vous présentiez à l'adresse que je vais vous envoyer sur votre portable maintenant. Il y aura quelqu'un pour vous attendre. Une avocate en qui j'ai toute confiance. Elle s'appelle Camille Chevalier. Vous lui raconterez tout ce que vous venez de me raconter, et bien plus encore. Vous comprenez? Je comprends, monsieur. Une dernière chose. Oui, monsieur. Monsieur André, le vieux concierge du hall. Vous le connaissez? Valérie hocha la tête. Monsieur André sait des choses qu'il n'a jamais racontées à personne. Si vous lui faites confiance, dites-lui cette même nuit avant de quitter l'immeuble que Beaumont-Duras veut voir ce qu'il garde. Juste ça. Beaumont-Duras veut voir ce qu'il garde. Il comprendra. Valérie hocha de nouveau la tête, les yeux encore humides. Maxime se tourna pour partir, mais avant de traverser la zone sombre du couloir, il s'arrêta. Il se tourna par-dessus son épaule, la regarda. « Madame Valérie, cela fait des années que je n'ai pas entendu une personne de mon propre hôtel me dire la vérité. Cette nuit, sans le savoir, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Et cela, madame, ne se paie pas avec un salaire. » Il marcha jusqu'à l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il entra. Les portes se refermèrent. Valérie resta seule dans le couloir, toujours appuyée contre le mur, le portable à la main et les yeux pleins de larmes. Mais à l'intérieur d'elle, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y avait la sensation fragile, mais réelle, que cette nuit-là une autre histoire venait de commencer, et que l'histoire qui venait de se clore, l'histoire de la femme qui se taisait pour survivre, n'allait plus jamais se rouvrir. À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Dubois terminait un appel téléphonique avec son neveu Marc. Il souriait. Il venait de boucler un autre compte gonflé pour la suite 814. Madame Odette, disait-il en riant, était le puits le plus prévisible de tous. Renaud ne savait pas, en raccrochant le téléphone et en se servant un verre de spiritueux dans le buffet, que dans le couloir du 8e étage, une femme de chambre venait de prononcer son nom devant le seul homme au monde qui ne lui pardonnerait jamais cela. Valérie poussa le chariot vers l'ascenseur de service, son cœur battant contre ses côtes comme un poing sans maître. Le couloir du 8e étage était toujours vide. Les appliques dorées étaient toujours allumées. Le tapis absorbait toujours chaque pas, mais la femme qui avançait maintenant vers la porte du fond n'était plus la même femme qui était sortie du vestiaire du personnel cet après-midi-là. Cette femme n'existait plus. Celle qui avançait maintenant était une autre, une qui portait le nom de Renaud Dubois, prononcée à voix haute et suspendue encore dans l'air du couloir. Une qui avait reçu des instructions précises du seul homme de l'immeuble dont la parole valait plus que n'importe quelle signature. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Valérie entra. Elle appuya sur le bouton du sous-sol. Tandis que les portes se fermaient, elle répéta mentalement, mot pour mot, la phrase exacte que Maxime lui avait demandé de dire au vieux concierge du hall. Beaumont-Duras veut voir ce qu'il garde. Juste ça. Sans plus, sans explication. L'ascenseur descendit en silence. Valérie se regarda dans le miroir latéral, arrangea son tablier, s'essuya les traces de larmes du revers de la main. Quand les portes s'ouvrirent au sous-sol, on ne la voyait plus avoir pleuré. Elle traversa le couloir de service, monta par l'escalier latéral jusqu'au hall principal. Le hall, à cette heure, était déjà presque vide.
Seuls 2 clients lointains consultaient quelque chose à la réception et, près du comptoir, une silhouette qui connaissait chaque millimètre de cet immeuble avant même qu'elle ne soit née. Monsieur André Moreau, le concierge historique du Grand Hôtel Belle Étoile, homme qui avait passé des décennies dans ce hall, terminait de plier un journal quand il vit Valérie s'approcher. Il leva à peine le regard et, pour une raison qu'elle ne comprit pas au premier instant, les vieux yeux du concierge restèrent fixés sur son visage, comme s'il l'attendait déjà. « Monsieur André, dites, ma petite. » Valérie regarda brièvement de chaque côté. La réceptionniste de nuit était occupée avec l'un des clients. L'autre client avait ses écouteurs, personne ne les regardait. Elle approcha ses lèvres du comptoir, baissa la voix. « Monsieur André, Beaumont-Duras veut voir ce que vous gardez. » Le concierge ne répondit pas immédiatement. Pendant une seconde entière, son visage ne montra aucune émotion. Puis, très lentement, il laissa le journal plié sur le comptoir, appuya ses 2 mains sur le bois et exhala un long soupir qui semblait avoir été retenu dans sa poitrine pendant de nombreuses années. « Ma petite, êtes-vous sûre de ce que vous me dites ?»« Je suis sûr, monsieur André. Il m'a lui-même demandé de vous dire cette phrase. Cette nuit, dans le couloir du 8 étage, il était avec moi. Des choses se sont passées, monsieur André. Il s'est passé quelque chose que je ne peux pas vous raconter ici. » Le concierge hocha la tête, porta sa main à la poche intérieure de sa veste, en sortit un mouchoir blanc, le déplia, s'essuya le front d'un petit geste silencieux. Quand il regarda de nouveau Valérie, il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de fatigue qu'elle n'osa pas déchiffrer. « Cela fait plus de 15 ans que j'attends cette phrase, ma petite. » Valérie sentit quelque chose lui parcourir la colonne vertébrale. Cette réponse lui disait, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer, que le vieux concierge avait des soupçons depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais imaginé et que lui aussi, à sa manière, avait attendu une nuit comme celle-ci. « Monsieur André, vous saviez, je ne sais rien, ma petite. Je ne fais que garder. Mon métier est de garder. Ce qu'un vieux concierge garde dans un tiroir de sa maison, personne ne le cherche. Et c'est exactement ce qui fait qu'un jour cela serve. » Monsieur André lui fit un petit geste de la main pour qu'elle se retire. Il lui dit à voix basse avant qu'elle ne s'éloigne du comptoir, « Allez tranquille, ma petite. Je m'occupe de mon affaire et remerciez monsieur Beaumont-Duras de ma part d'avoir fait confiance à ce vieil homme après tant d'années à ne faire confiance à presque personne. » Valérie hocha la tête, se retira, ramassa ses affaires dans le vestiaire du personnel sans passer par le bureau de direction, exactement comme Maxime le lui avait demandé. Et quand elle sortit du Grand Hôtel Belle Étoile par la porte latérale de service, la rue était froide, vide, et la ville continuait de dormir, sans savoir qu'à l'intérieur de cet immeuble, une autre histoire venait de commencer. À quelques rues de là, dans un appartement modeste d'un quartier aux rues étroites, Antoine Lefebvre ne pouvait pas dormir. Le jeune homme, fils unique de Valérie, se tournait et se retournait dans son lit depuis plus d'1 heure, fixant le plafond. La lumière tamisée de la rue pénétrait par le store baissé de sa chambre et dessinait de fines rayures sur le mur. Antoine savait que sa mère était de service de nuit à l'hôtel. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étrange fatigue qui lui pesait cette nuit-là, une nouvelle sensation dans la poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui reconnaissait la sensation d'un jour où sa mère arriverait différente. À côté de lui, sur la table de chevet, le flacon de ses médicaments était presque vide. Antoine savait exactement combien de comprimés il restait. Il le savait parce qu'il avait appris très jeune à compter ce qui soutenait sa vie. 4 pilules, 2 pour le lendemain, 2 pour le surlendemain, puis rien. Ensuite, cela dépendait de sa mère. Et sa mère, cette nuit-là, avait son portable éteint depuis longtemps. Cela non plus n'était pas normal. Le jeune homme se redressa dans son lit, s'assit au bord, resta un long moment à regarder le flacon, puis prit son portable, composa le numéro de sa mère. Ça sonna et sonna et sonna, jusqu'à ce que finalement la voix de Valérie, plus brisée que d'habitude, réponde. « Ma vie, maman, tu ne répondais pas. Où es-tu? Je rentre à la maison, mon chéri. Je viens juste de partir. C'est tard pour ta sortie, maman. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause qu'Antoine reconnut aussitôt, la pause que sa mère faisait quand elle décidait combien raconter et combien taire. « Maman, il s'est passé quelque chose? » « Beaucoup de choses se sont passées, ma vie, bonnes ou mauvaises. » Un autre silence, et puis une réponse que le jeune homme n'avait jamais entendue sortir de la bouche de sa mère avec ce calme. « Mon chéri, je ne sais pas encore vraiment, mais cette nuit, il m'est arrivé quelque chose qui change beaucoup de choses. Je ne te mentirai pas, mais je ne peux pas tout te raconter par téléphone. Je te le raconterai quand j'arriverai, d'accord? Maman, tu as été virée? Non, ma vie, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui,
C'est le premier jour depuis des années où quelqu'un dans cet hôtel m'a vraiment vu. Antoine porta sa main libre à son visage. Il ne sut que répondre. Cette phrase avait un poids que sa mère ne lui avait jamais permis de porter auparavant. Quelqu'un m'a vraiment vu. Tant d'années d'invisibilité, tant d'années où il avait senti, sans pouvoir le dire, que le monde traitait sa mère comme si elle n'existait pas. « Maman, viens vite. J'arrive, ma vie. » Le jeune homme coupa l'appel, se leva du lit, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau et, pendant qu'il buvait, au milieu de ce silence nocturne, il entendit à la porte de l'appartement un bruit qui n'appartenait pas à cette heure. 3 coups. Secs, lents, espacés, comme les coups de quelqu'un qui sait exactement à quelle porte il frappe. Antoine resta très immobile. Sa mère était encore en chemin et personne d'autre n'avait de raison de frapper à la porte de cet appartement à cette heure. Il marcha lentement jusqu'à l'œilleton, posa son œil et vit de l'autre côté un jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Costume sombre, sac à dos sur l'épaule, la posture de quelqu'un qui cherche une personne spécifique. Le jeune homme de l'autre côté frappa de nouveau 3 coups, exactement identiques aux précédents. Et il dit d'une voix qui filtra par l'interstice de la porte : « Famille Dufour, je suis des laboratoires Pascal Vernet. Je suis venu livrer un envoi urgent. J'ai l'ordre de ne pas partir sans que vous receviez le paquet. » Antoine porta sa main à sa poitrine. Les laboratoires Pascal Vernet étaient le laboratoire qui produisait ces médicaments. Les médicaments que le médecin avait annoncé quelques heures plus tôt qu'ils allaient être suspendus. Et à cette heure, jamais un laboratoire ne livre rien en main propre. Pendant ce temps, dans une rue du centre-ville, Maxime Beaumont-Duras marchait en serrant son portable contre son oreille. Il parlait à voix basse mais ferme. « Camille, j'ai besoin que tu prépares tout pour demain à la première heure. Une femme nommée Valérie Dufour arrivera à ton bureau. Ce sera notre meilleure source. Je veux que tu la traites comme si elle était une conseillère senior de la chaîne. Tu as entendu ? Comme si elle était une conseillère senior, pas une employée. » De l'autre côté de la ligne, Camille Chevalier, auditrice interne corporative de la chaîne Belle Étoile, femme d'une rigueur chirurgicale qu'il avait engagée des mois auparavant, précisément pour des situations comme celle-ci. Elle écoutait avec la concentration froide de ceux qui comprennent qu'ils entrent dans une affaire importante. « Maxime, quel poste occupe cette dame aujourd'hui ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Femme de chambre, Camille. » Camille mit 2 secondes à répondre. Quand elle le fit sans surprise, comprit Maxime. « Je la recevrai comme une conseillère senior. » Autre chose ? Oui. Appelle maintenant la fondation d'entreprise pour qu'il débloque le fonds d'urgence médicale. Cette même nuit, un mineur nommé Antoine Lefebvre a besoin de médicaments urgents. Mobilise tout. Que les laboratoires Pascal Vernet lui fassent parvenir l'envoi cette nuit, quelle que soit l'heure, et que le coût soit viré directement depuis le compte d'entreprise, pas depuis le compte de l'hôtel. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Belle Étoile ne doit être informée de ce mouvement. « Tu as entendu, Camille ? » « Sous aucun prétexte. Je t'ai entendu. Je le fais tout de suite. » Maxime raccrocha, continua de marcher. La ville autour lui parut, pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il ne contrôlait pas entièrement, mais aussi pour la première fois depuis des années, un endroit où quelque chose pouvait encore être sauvé. De retour à l'appartement de la famille Dufour, Antoine ouvrit la porte avec le loquet de sécurité, sans retirer la chaîne. Le jeune homme au costume sombre inclina la tête avec respect. Il tenait une enveloppe scellée dans une main et un petit paquet réfrigéré dans l'autre. « Excusez-moi l'heure, jeune homme. J'ai l'ordre de ne pas livrer cet envoi à quiconque n'est pas le destinataire ou un membre de sa famille directe. Ce sont des médicaments à prendre en continu et strictement. Nous avons appelé le numéro de votre mère, et elle ne répondait pas. Nous sommes venus directement. Si vous me signez la réception, je dépose le paquet ici même, et je me retire. » Antoine regarda l'enveloppe. Sur l'expéditeur, il était écrit en lettres claires « Fondation corporative Belle Étoile, unité d'urgence sociale ». Le jeune homme sentit le monde s'incliner d'1 degré. Belle Étoile, la chaîne hôtelière où sa mère travaillait, l'entreprise qu'il avait imaginée pendant des années comme un bâtiment froid de l'autre côté de la ville où personne ne se souvenait que sa mère existait. Et de cette même entreprise, cette même nuit, un paquet de médicaments arriva à la porte de l'appartement avec le nom de sa mère écrit sur le côté. Antoine signa la réception, la main encore tremblante. Le jeune homme du laboratoire lui tendit le paquet réfrigéré, fit une petite révérence professionnelle et se retira sans rien dire de plus. Le jeune homme ferma la porte, resta debout dans le couloir de l'appartement avec le paquet entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution.
À l'intérieur, parfaitement conservés, se trouvaient les médicaments dont il aurait besoin pour les prochains mois. Et à côté des médicaments, une petite carte imprimée avec une seule ligne écrite à la main, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Antoine lut la carte 3 fois, et, la carte serrée contre sa poitrine, il entendit la clé de sa mère tourner dans la serrure de la porte principale. Valérie entra dans l'appartement. Ses yeux étaient fatigués. Elle avait le visage d'une nuit de 100 ans, mais quand elle vit son fils debout au milieu du couloir, avec la boîte du laboratoire entre les mains et la carte sur la paume, elle sut, sans avoir besoin de demander, que quelque chose dans ce foyer venait de changer pour toujours. Mère et fils se regardèrent en silence. Et alors Antoine, d'une voix brisée, dit seulement « Maman, qui est MB ?» Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son portable sonna de nouveau. La sonnerie coupa le silence de l'appartement comme un couteau. C'était un message de Camille Chevalier. 2 lignes. « Madame Valérie, je vous attends demain à mon bureau, et s'il vous plaît, apportez tout document que vous avez concernant les mouvements de la suite 814. Cette nuit, un client de l'hôtel Belle Étoile a tenté d'annuler sans préavis la réservation de Madame Odette Bertrand. L'opération a été stoppée à temps, mais elle n'est plus en sécurité dans cet hôtel. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Renaud Dubois venait de déplacer la première pièce pour se débarrasser de la preuve vivante. Et la preuve vivante était une vieille femme sans défense, qui vivait seule dans la suite 814 du Grand Hôtel Belle Étoile. Valérie lut le message de Camille 3 fois avant de bouger. Puis elle leva les yeux vers son fils, qui était toujours debout dans le couloir de l'appartement, avec le paquet du laboratoire entre les mains et la carte serrée contre sa poitrine. Elle dit « Je dois retourner à l'hôtel maintenant. Maman, tu viens juste d'arriver. Je sais, Antoine, mais il y a une personne dans cet hôtel qui est seule. Une personne qui s'est occupée de moi quand j'avais ton âge et cette nuit, ils ont essayé de la faire sortir de sa chambre sans prévenir. » Antoine ne demanda rien de plus, baissa les yeux vers le paquet, puis regarda sa mère et, pour la première fois de la nuit, sur le visage du jeune homme apparut quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était la décision adulte d'un fils qui comprend, en une fraction de seconde, que sa maman ne demande plus la permission de vivre. « Va, maman, je range ça dans le frigo. Prends soin de Madame Odette. Je vais bien ici. » Valérie s'approcha, lui embrassa le front, lui caressa la nuque de sa main libre, lui murmura quelque chose qu'Antoine allait se rappeler toute sa vie, bien qu'aucun des deux ne le sût encore. « Ma vie, si cette nuit je n'arrive pas pour le petit déjeuner, prends cette carte que tu as en main, celle où il est écrit MB. Appelle le numéro qui est au dos de la carte, et tu dis à cette personne, sans trembler, que tu es le fils de Valérie Dufour. Cette personne s'occupera de toi. » Antoine hocha la tête en silence. Ses yeux brillaient, mais il ne laissa pas couler une seule larme. Il réalisa que cette nuit-là, sa mère le traitait pour la première fois comme un adulte, et il comprit que la seule manière correcte d'honorer ce traitement était de répondre avec la hauteur de l'adulte qu'elle voyait. Valérie sortit de l'appartement. Le Grand Hôtel Belle Étoile, à cette heure, semblait déjà un autre bâtiment. La moitié des lumières du hall principal étaient éteintes. La réceptionniste de nuit, Sophie Lenoir, leva le regard en voyant Valérie entrer par la porte latérale de service. À l'expression de la femme de chambre, Sophie comprit immédiatement que quelque chose d'important se passait dans l'immeuble. Valérie traversa le hall sans saluer, appela l'ascenseur de service, monta au 8e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva le couloir différent. 2 hommes du personnel de sécurité étaient postés devant la porte de la suite 814. L'un d'eux était un garde qu'elle avait rarement vu, jeune et au regard nerveux. L'autre était un homme plus âgé, à la présence tranquille, qu'elle n'avait jamais vu dans cet immeuble. Valérie s'approcha. Le jeune garde fit un pas en avant et lui bloqua le passage. « Femme de chambre, cette chambre est sous contrôle de sécurité. Sur instruction de la direction. On ne peut pas entrer. » « Et la cliente, Madame Odette, va-t-elle bien ? La cliente est en cours de transfert vers une autre propriété de la chaîne pour des raisons administratives. Elle est déjà en train d'être notifiée. » Valérie sentit le sang lui monter au visage. Transférée par qui cette nuit, à cette heure? Le jeune garde hésita. Il allait répondre. Mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, l'autre homme, l'aîné, celui à la présence tranquille, fit un pas en avant et parla pour la première fois. « Madame Dufour, je m'appelle Didier Lacroix. Je suis le nouveau chef de la sécurité nocturne de la chaîne. Je suis arrivé il y a 40 minutes sur ordre direct de Monsieur Beaumont-Duras. Cette chambre n'est plus sous le contrôle de la direction de l'hôtel. Elle est sous mon contrôle, et la cliente ne va nulle part. » Le jeune garde pâlit. «
Didier se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Je vous invite à regagner votre poste au hall. Votre présence n'est plus nécessaire à cet étage. Et s'il vous plaît, informez Monsieur Dubois s'il vous demande que la suite 814 est stable et que la cliente y restera cette nuit. » Le jeune garde hocha la tête sans bien comprendre ce qui se passait. Il marcha vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent derrière lui. Didier Lacroix regarda Valérie avec respect. « Madame, Monsieur Beaumont-Duras m'a donné des instructions claires. Vous avez libre accès à cette suite. Madame Odette est déjà au courant de ce qui s'est passé. Elle va bien, elle vous attend. » Valérie hocha la tête. Elle arrangea son tablier, s'approcha de la porte, frappa doucement des phalanges. « Madame Odette, c'est moi. » La voix fragile de l'autre côté répondit aussitôt. « Entre, ma petite, entre. » À l'intérieur de la suite, Madame Odette Bertrand était assise sur le canapé du salon avec une couverture sur les jambes et une tasse de thé entre les mains. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un chignon impeccable malgré l'heure. Quand elle vit Valérie entrer, elle lui tendit sa main libre avec le calme d'une vieille aristocrate. « Viens, ma petite, assieds-toi ici avec moi. » Valérie s'assit sur le bord du canapé, lui prit la main. Les mains d'Odette étaient fines, froides, anciennes, comme un papier à lettres conservé dans un tiroir. « Madame Odette, ils vous ont fait quelque chose ?»« Non, ma petite, ils ne m'ont rien fait. Des hommes de l'hôtel sont arrivés il y a un moment. Ils m'ont dit que je devais déménager dans une autre propriété de la chaîne, que c'était pour mon bien. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que c'est ma maison, que j'y vis depuis des années, et que s'ils voulaient me faire sortir, ils devaient appeler mon avocat. Ils se sont regardés un instant. Et alors ce nouveau monsieur de la sécurité est arrivé, celui du couloir. Il leur a demandé de partir, et ils sont partis, ma petite, sans discuter, comme des chiens qui reçoivent un ordre d'un nouveau maître. Valérie porta sa main libre à sa bouche. La vieille femme, lucide comme un rasoir malgré les années, avait seule résisté à la première attaque de Renaud, et avait gagné suffisamment de temps pour que le réseau de Maxime la protège. Madame Odette, je dois vous dire des choses cette nuit, des choses que je n'ai pas pu vous dire avant, des choses qui se sont passées dans cet hôtel depuis des mois et dont je ne vous ai pas parlé parce que j'avais peur. Ma petite, je sais déjà. Valérie leva la tête surprise. Comment dites-vous? Je sais déjà, Valérie, pas tout, mais je sais beaucoup de choses. Une vieille qui vit des années au même endroit, ma petite, voit des choses, et même si elle ne comprend pas les chiffres des factures, elle comprend quand un gérant la regarde différemment. Je me doutais de Renaud depuis longtemps, mais comme je me doutais seul, je ne pouvais rien faire. Et parce que vous aussi, vous vous doutiez, ma petite, et je le voyais sur votre visage quand vous entriez dans cette chambre. La seule chose qui me restait était d'attendre, attendre que la vie vous offre un jour comme aujourd'hui. Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes. Madame Odette, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Parce que vous aviez un fils malade, ma petite, et je ne voulais pas être la raison pour laquelle vous mettriez en danger le gagne-pain de ce garçon. Je suis vieille, Valérie, j'ai déjà vécu. Votre fils ne fait que commencer. Je préférais partir de cet hôtel sans bruit plutôt que de voir Antoine sans médicaments. Valérie enfouit son visage dans ses mains. Elle pleura, sans dissimuler. Elle pleura pour des années de silence, pour des années de solitude partagée sans le savoir, pour la femme âgée qui avait été prête à tout perdre en silence pour que son fils ne perde rien. « Madame Odette, vous souvenez-vous de ma maman ?» La vieille femme sourit. Un petit sourire ancien qui semblait venir de très loin dans le temps. Comment ne me souviendrais-je pas, ma petite? Ta maman, Simone, était mon amie de cœur. Je l'ai rencontrée quand nous étions toutes les deux jeunes. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Ta maman ne t'avait pas encore. Quand tu es finalement arrivée, ta maman m'a dit « Odette, cette petite sera autant la tienne que la mienne, et je t'ai portée dans mes bras avant presque tout le monde. Quand ta maman est décédée, je lui ai fait une promesse devant son lit, ma petite. Je lui ai promis que tant que je serais en vie, tu ne serais pas seule. C'est pour ça que je t'ai aidé à entrer dans cet hôtel. Et c'est pour ça, ma petite, que cette nuit, quand ces hommes ont voulu me faire sortir, la seule chose que j'ai pensé a été « Si on me fait sortir, Valérie perd la seule personne qui continue à prendre soin d'elle. Ils n'allaient pas me faire sortir. » Valérie s'effondra complètement, s'agenouilla devant le canapé de la vieille femme, posa sa tête sur les genoux d'Odette et pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis des décennies. Odette lui caressa les cheveux doucement de ses mains fines et anciennes, comme elle avait caressé Simone le jour où la promesse avait été faite. « Ma petite, aujourd'hui ta maman Simone, où qu'elle soit, respire tranquillement pour la première fois depuis de nombreuses années. » À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage,
Renaud Dubois raccrocha le téléphone avec un sourire qui s'était figé à moitié. Le jeune garde qu'il avait envoyé au 8 étages venait de l'informer que le transfert de Madame Odette avait été stoppé par un nouveau chef de la sécurité nocturne nommé Didier Lacroix. Renaud n'avait jamais entendu ce nom. Renaud n'avait embauché personne avec ce nom, ce qui ne signifiait qu'une seule chose. Maxime Beaumont-Duras, le propriétaire de la chaîne, l'homme que Renaud croyait endormi dans sa propriété privée de l'autre côté de la ville, avait envoyé un chef de sécurité à lui au 8e étage du grand hôtel Belle Étoile, cette même nuit, sans prévenir le gérant général, sans passer par aucun des canaux internes, ce qui signifiait que Maxime savait quelque chose. Renaud se servit un autre verre de spiritueux dans le buffet, mais cette fois sa main trembla en le servant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose dont il ne se souvenait presque plus le nom. La peur. Il décrocha le téléphone de nouveau, composa le numéro de son neveu. Marc Dubois. Marc, réveille-toi. Nous avons un problème. Tonton, il est presque 3 heures du matin. Réveille-toi. Je t'ai dit que nous avons un problème. Beaumont-Duras a envoyé ses propres gens à l'hôtel cette nuit. Il a mis un chef de la sécurité au 8 étages qui ne répond pas à moi. Ils ont arrêté le transfert de la vieille. Quelque chose bouge, Marc, et ça ne bouge pas en notre faveur. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Marc répondit, sa voix sortit plus éveillée qu'elle ne l'avait été toute la nuit. « Tonton, je sais qui a pu le prévenir. »« Qui ?» ?»« La femme de chambre du 8e étage. Cette femme âgée, celle aux yeux étranges, Dufour. Ça fait un moment qu'elle me donne du fil à retordre. » Renaud resta silencieux. Il serra le verre entre ses doigts. « Marc, j'ai besoin que cette femme n'arrive pas au bureau de Camille Chevalier demain matin. Tu comprends ce que je te dis ? » ?»« Je comprends, tonton. Comment veux-tu que je l'arrête ? Je me fiche de la manière, mais arrête cette femme avant qu'elle n'arrive là-bas. Si Camille écoute ce que cette femme de chambre a à dire, demain à 7 heures, toi et moi, nous serons tous les deux en train de signer des dépositions dans un commissariat. » Marc raccrocha. Renaud resta immobile à regarder le verre de liqueur. Dehors, par la fenêtre du 12e étage, la ville continuait de dormir. Mais à l'intérieur de ce bureau, en silence, un homme qui pendant des années s'était cru intouchable, venait d'ordonner la seule chose qu'il n'aurait jamais dû oser ordonner. Et une femme qui était à cette heure-là enlacée à une vieille femme dans la suite 814 n'avait aucune idée que, pendant qu'elle consolait la petite vieille, quelqu'un venait de décider qu'elle n'arriverait pas au bureau de l'auditrice le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer la ville lorsque Valérie sortit finalement de la suite 814 du grand hôtel Belle Étoile. Madame Odette s'était endormie sur le canapé, avec la couverture sur les jambes et la tasse de thé vide à côté. Didier Lacroix, le nouveau chef de la sécurité nocturne, se tenait toujours fermement dans le couloir avec la posture de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de bouger de là avant l'arrivée de son remplaçant de confiance. Avant de descendre au hall, Valérie sortit son portable de la poche de son tablier. Le message de Camille Chevalier clignotait toujours sur l'écran. Elle répondit d'une seule ligne. « Je suis à votre bureau tout de suite, maître. J'ai ce que vous m'avez demandé, et bien plus encore. » Camille répondit en moins d'1 minute. « Je vous attends. L'adresse vous parviendra sur votre portable dans 30 secondes. Et s'il vous plaît, Madame Valérie, ne prenez pas de taxi à la porte de l'hôtel. Marchez 2 pâtés de maison vers le nord et prenez-en un là-bas. C'est important. » Valérie lut le message 2 fois. C'est important n'avait pas besoin d'explication. L'auditrice savait aussi que quelque chose se tramait dans l'ombre. Elle descendit par l'ascenseur de service. Elle traversa le hall principal en silence. Sophie Lenoir, la réceptionniste de nuit, leva à peine le regard en voyant la femme de chambre passer. Pendant une fraction de seconde, les regards des 2 femmes se croisèrent dans le hall vide, et dans cette fraction de seconde, Sophie fit quelque chose que Valérie n'avait pas attendu. Elle lui fit un hochement de tête minimal, un petit geste, presque imperceptible, le geste de celle qui se tait depuis des mois et qui soudain ose faire comprendre, sans mots, qu'elle a compris tout ce qui se passait. Valérie lui rendit le geste et continua de marcher vers la porte latérale de service. Quand elle sortit dans la rue, l'air de l'aube lui frappa le visage d'un froid pur. Elle se rappela l'indication de Camille. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le nord. Les rues du centre-ville, à cette heure, étaient encore presque vides, avec les premiers vendeurs ambulants, commençant à ouvrir leurs étals sur les trottoirs, et une odeur lointaine de café fraîchement moulu, s'échappant d'un kiosque ouvert 24 heures sur 24. À une demi-rue de l'intersection où elle comptait prendre un taxi, Valérie remarqua quelque chose. Une voiture sombre garée sur le trottoir d'en face, avec le moteur allumé et les vitres teintées.
Il n'y avait rien de particulier à une voiture garée à cette heure dans cette zone, mais il y avait quelque chose dans ce véhicule qui la mit en alerte sans qu'elle-même sache pourquoi. Le moteur tournant au ralenti, la position exacte de la voiture devant la sortie latérale de l'hôtel et le conducteur, qu'elle ne pouvait pas voir entièrement à travers la vitre teintée, mais dont la silhouette se penchait en avant chaque fois qu'elle faisait un pas. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Elle se rappela les mots de Camille. C'est important. Elle se rappela les mots de Maxime de la nuit précédente. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Belle Étoile ne doit être informée. Elle se rappela le visage de Renaud Dubois, qu'elle avait vu tant de fois dans le couloir du 12e étage, ce sourire facile qui lui avait tant de fois semblé excessif, et comprit en une fraction de seconde que la personne dans la voiture d'en face n'était pas un hasard. À quelques rues de là, Marc Dubois raccrochait son portable à l'intérieur de la voiture, qu'il avait lui-même garée devant la sortie latérale de l'hôtel il y a près d'une heure. Il avait reçu l'ordre de son oncle au milieu de la nuit et était arrivé en un temps record. L'instruction avait été claire. Arrêter Valérie avant qu'elle n'arrive au bureau de l'auditrice, la manière de l'arrêter était son affaire. Marc avait 26 ans, une ambition qu'il confondait avec l'intelligence et la croyance très fréquente parmi les complices juniors que le difficile arrivait toujours à quelqu'un d'autre. Il vit Valérie sortir de l'hôtel, la vit marcher vers le nord, alluma le moteur de la voiture, attendit qu'elle avance de 2 rues, puis relâcha le frein et commença à avancer doucement, en se maintenant toujours à une demi-rue de distance. Il n'allait rien lui faire physiquement. Marc n'était pas ce genre de complice. Son plan était plutôt de l'intercepter dans une rue latérale, de se présenter comme un représentant de l'hôtel avec une enveloppe fermée à la main, de lui offrir une compensation généreuse pour service rendu en échange d'une démission signée sur le champ et de la conduire à l'hôtel pour qu'elle signe les papiers devant le notaire ami de son oncle. Le plan était simple, propre, sans scandale, et, dans l'esprit de Marc, totalement réalisable. Ce que Marc ne savait pas, c'est qu'à 3 voitures de distance derrière sa propre voiture, un autre véhicule le suivait depuis un moment. Une berline noire, sobre, sans signe distinctif. Et à l'intérieur de cette berline, sur le siège passager, voyageait un homme plus âgé à la présence tranquille qui portait une veste de concierge mais n'était plus en service. Monsieur André Moreau n'était pas rentré chez lui après son service. Il avait reçu sur son portable il y a 20 minutes un bref message de Maxime Beaumont-Duras qui disait « Monsieur André, si Madame Dufour quitte l'hôtel seule, suivez-la. Didier Lacroix est occupé au 8e étage. Ne la laissez pas sans protection. J'envoie une voiture vous chercher dans 5 minutes. » Monsieur André avait rangé son portable sans répondre. Il avait attendu à la porte de l'hôtel jusqu'à ce que Didier lui fasse un geste du hall pour lui indiquer que Valérie descendait. Il était sorti par la porte du personnel. La berline l'avait récupéré au coin de la rue et depuis lors, le chauffeur, un professionnel de la sécurité de la chaîne Belle Étoile, maintenait la distance exacte qui leur permettait de voir la voiture suspecte devant sans être vue. « Monsieur André, » dit le chauffeur à voix basse, « celui de devant s'approche de la dame. J'avance ? Pas encore. Qu'il montre d'abord sa main. » La berline continua à distance. Marc accéléra un peu. Valérie, à une demi-rue plus loin, avait cessé de marcher. Elle était arrêtée devant un kiosque ouvert 24 heures sur 24, feignant de regarder les magazines en vitrine, mais en réalité, elle tenait son portable à la main en composant un numéro que M. André ne pouvait pas voir. Le portable de M. André vibra. C'était elle. « Monsieur André, il y a une voiture qui me suit. Je sais, ma petite. Je suis derrière. Restez tranquille. Continuez de marcher comme si vous ne l'aviez pas vue. Au prochain coin, tournez à droite. Ne regardez pas derrière vous. Je m'en occupe. Monsieur André, vous êtes dans la rue? Ça fait 20 ans que Monsieur Beaumont-Duras n'a pas demandé un service à ce vieil homme, ma petite. Je n'allais pas lui faire défaut à la première occasion. » Valérie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ne les laissa pas couler. Elle raccrocha, rangea son portable dans sa poche, marcha vers le coin, tourna à droite comme Monsieur André lui avait indiqué, et alors quelque chose bougea rapidement derrière elle. Marc Dubois vit la femme de chambre tourner le coin. Il accéléra. Quand il tourna lui aussi une fraction de seconde plus tard, il trouva la rue différente de ce qu'il avait imaginé. Valérie continuait à marcher, oui, mais de l'autre côté de la rue, garée sur le trottoir, il y avait une berline noire avec la porte passager ouverte et descendant de la berline, avec un calme déconcertant, un homme plus âgé que Marc reconnut immédiatement. Le concierge du hall, le vieux du Grand Hôtel Belle Étoile. L'homme que Marc avait ignoré pendant des mois chaque fois qu'il entrait dans l'immeuble pour rencontrer son oncle. Monsieur André traversa la rue d'un pas ferme, leva la main,
non pour menacer, mais pour indiquer. Et quand Marc arrêta sa voiture à contre-cœur, M. André s'approcha de la vitre du conducteur avec une sérénité que le jeune homme ne lui avait jamais vue. Il frappa la vitre de 2 coups de phalange. Marc la baissa. Jeune Dubois. Marc déglutit. Le concierge le connaissait par son nom. « Que voulez-vous, vieil homme ? Je veux que vous coupiez le moteur, que vous descendiez de la voiture et que vous vous asseyiez avec nous dans la berline derrière. Nous avons des choses à discuter. Je n'ai rien à discuter avec un concierge. » Monsieur André sourit à peine. Un petit sourire, patient, ancien. « Ce n'est pas avec moi que vous devez parler, jeune homme. C'est avec Maître Chevalier, qui vous attend à son bureau depuis 1 heure. Votre oncle vous a envoyé l'arrêté. Elle vous attend, vous. Décidez comment vous préférez arriver à ce bureau, jeune homme. Par vos propres moyens, en discutant avec nous ou accompagné de gens qui ne vous demanderont pas 2 fois. » Derrière la berline noire, au coin de la rue, un autre véhicule était apparu sans que Marc ne le remarque avant. Une autre voiture sombre, un autre chauffeur, un autre homme de l'équipe de sécurité de Maxime. Les réseaux que le propriétaire de la chaîne avait tissés en quelques heures étaient plus denses que Marc n'aurait jamais pu l'imaginer. Le jeune homme regarda M. André en silence et, pour la première fois en cette longue nuit, sur son visage apparut le geste exact que tant de complices juniors ont lorsqu'ils comprennent trop tard que le camp où ils se trouvaient n'était pas le camp qui gagnait. Il descendit de la voiture. M. André l'escorta jusqu'à la berline. La porte se referma derrière lui. Valérie, à une demi-rue plus loin, vit la manœuvre complète par-dessus son épaule. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher vers l'intersection, où elle allait finalement prendre un taxi pour se rendre au bureau de Camille. Mais, avant d'appeler le taxi, son portable vibra de nouveau. C'était Maxime. « Madame Valérie, ça va ? »« Je vais bien, monsieur. Monsieur André vient de récupérer Marc Dubois dans la rue. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix était différente. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la douleur d'un homme qui finissait d'accepter l'étendue exacte de la trahison qu'il avait vécue sous son propre toit. « Madame, j'ai besoin que vous alliez au bureau de Camille. J'ai besoin que vous racontiez tout, et j'ai besoin que vous restiez là-bas jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, à 11h du matin, je vais convoquer le conseil d'administration de la chaîne Belle Étoile à une réunion d'urgence dans cet même immeuble. Je veux que vous soyez présente quand nous convoquerons Renaud Dubois à cette réunion. Je veux qu'il vous voie entrer dans la salle. Je veux qu'il sache, à votre expression, que le silence qu'il a acheté pendant des années vient de prendre fin. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit ferme. « J'y serai, monsieur. » Elle raccrocha, appela le taxi, monta. Le taxi démarra en direction du quartier où Camille Chevalier l'attendait. Mais tandis que le taxi avançait dans les rues qui commençaient à s'éveiller, le portable de Valérie vibra une fois de plus. Ce n'était ni Maxime ni Camille, c'était Antoine. Valérie répondit. « Maman, il y a quelqu'un à la porte de l'appartement. Ils sonnent à l'interphone. Ils ne veulent pas dire leur nom. Ils disent qu'ils viennent de l'hôtel. » Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine. Renaud Dubois venait de déplacer la 2e pièce, et cette fois, la pièce était son fils. Valérie serra le portable contre son oreille, d'une main qui ne tremblait plus. Le taxi avançait sur les avenues qui commençaient à s'éveiller, et la ville prenait la couleur bleu pâle des premières heures. La voix d'Antoine de l'autre côté de la ligne sonnait sereine, trop sereine pour un jeune homme de son âge, affrontant cela seul. « Maman, tu veux que j'ouvre ? » ?»« Non, ma vie, n'ouvre pas. Passe-moi à l'interphone de l'immeuble. Dis-leur que c'est toi qui me parles, et passe-moi le combiné. »« Maman, le gardien n'est pas là. Ça fait un moment qu'il ne répond pas en bas. Celui qui a sonné a parlé par l'interphone directement à la maison. » Valérie sentit sa poitrine se serrer. Le gardien de l'immeuble, Monsieur Pierre, était là depuis des années. Qu'il ne soit pas là à l'aube, à son poste du hall. C'était étrange, trop étrange. « Mon fils, écoute-moi calmement. Tu n'ouvres la porte à personne, tu comprends ? À personne. Et tu vas faire autre chose. Tu vas prendre la carte que je t'ai laissée la nuit dernière, celle qui dit MB. Tu vas appeler le numéro qui est au dos. Tu vas dire que tu es le fils de Valérie Dufour, et tu vas lui raconter ce qui se passe en ce moment. » « D'accord. Je le fais, maman. Reste tranquille. » Et Antoine. « Oui, maman, n'aie pas peur, mon fils. Cette fois, tu n'es pas seul. » Valérie raccrocha. Immédiatement, elle composa un autre numéro. Maxime répondit au premier bip. « Monsieur Beaumont-Duras à la porte de l'immeuble où vit mon fils. Il y a quelqu'un qui dit venir de l'hôtel. Le gardien de l'immeuble n'est pas à son poste, et mon fils est seul en haut. » Il y eut une très courte pause de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix avait un autre ton.
Pas le ton de l'homme d'affaires, le ton de l'homme qui comprend en une fraction de seconde que la guerre venait de se déplacer de son immeuble à l'immeuble de quelqu'un d'autre. « Madame Valérie, donnez-moi l'adresse exacte de votre immeuble. Didier Lacroix est déjà en route. Il arrivera avant tout le monde. » « Faites confiance. » Valérie lui dicta l'adresse d'une voix posée. Elle raccrocha. Le taxi continuait d'avancer vers le bureau de Camille, mais Valérie, pendant les minutes suivantes, fut la seule personne du véhicule qui semblait ne pas être à l'intérieur du véhicule. Son corps était sur le siège arrière. Sa tête était divisée entre deux endroits de la ville, l'appartement où son fils décidait s'il ouvrait la porte ou non, et le bureau où une auditrice l'attendait pour entendre la vérité qui allait faire s'effondrer un homme puissant. À quelques kilomètres de là, à la porte de l'immeuble de la famille Dufour, un individu en costume gris insistait à l'interphone tout en consultant son portable. Il portait une enveloppe blanche sous le bras et l'expression professionnelle de celui qui exécute une commande qui ne l'intéresse pas particulièrement, mais qui paie bien. Il ne savait pas que la personne qui l'avait engagé était la nièce de Renaud Dubois. D'un côté de l'arbre généalogique, le neveu Marc, dans sa tentative de couvrir la dernière pièce, avait envoyé un messager externe avec une enveloppe qui offrait à la famille Dufour une aide sociale immédiate, à condition que la mère signe une petite lettre de démission volontaire de l'hôtel au moment même de recevoir. L'enveloppe, c'était maladroit, c'était désespéré, c'était la dernière cartouche d'un homme qui était déjà en train de perdre. L'individu en costume gris n'eut pas le temps de sonner une troisième fois. Derrière lui, deux automobiles sombres s'arrêtèrent sur le trottoir. De l'une, descendit Didier Lacroix, avec la posture tranquille de l'homme qui passait déjà 12 heures à résoudre des urgences. De l'autre, descendit un jeune homme qui portait la carte visible de l'équipe de sécurité corporative de la chaîne Belle Étoile. Didier s'approcha de l'individu en costume gris. Il lui demanda, sans élever la voix, de s'identifier. L'individu, en voyant les cartes, tenta de reculer. Didier l'arrêta d'un geste de la main. « L'enveloppe que vous transportez, monsieur, contient des informations relatives à un mineur. Cela, dans ce pays, requiert une documentation spéciale. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat du quartier. La plainte est déjà en cours. Si votre intention était de livrer un papier innocent, vous n'aurez pas de problème. Si c'était autre chose, vous n'aurez pas non plus beaucoup de marge pour inventer quelque chose en chemin. » L'individu en costume gris ne répondit pas. Il se laissa conduire vers l'une des automobiles sombres. Pendant ce temps, le deuxième homme de l'équipe s'approcha de l'interphone de l'immeuble. Il appuya sur l'appartement des Dufour. La voix d'Antoine répondit aussitôt. « Oui, jeune Lefebvre, je fais partie de l'équipe de monsieur Beaumont-Duras. Votre mère nous a prévenus. Nous avons déjà intercepté le monsieur qui a sonné. Tout est sous contrôle. Je vais monter vérifier que tout est en ordre à l'intérieur de l'appartement si vous m'y autorisez. » Antoine respira pour la première fois, depuis ce qui lui semblait être une heure. « Montez, monsieur. » Quand le taxi de Valérie s'arrêta à la porte du bureau de Camille Chevalier, le portable de la femme de chambre vibra. C'était un message bref de Maxime. « Votre fils va bien. L'individu a été intercepté avant de monter. Didier vous fera parvenir des photos de l'opération dès qu'il sera libre. Concentrez-vous sur la réunion, Madame Valérie. La partie difficile d'aujourd'hui n'a pas encore commencé. » Valérie lut le message, ferma les yeux une seconde, paya le taxiste, descendit. L'immeuble où fonctionnait l'audit interne corporatif de la chaîne Belle Étoile était un immeuble de bureaux sobres, de marbre gris et de vitres foncées dans une zone centrale que Valérie avait souvent vue de l'autobus, mais où elle n'était jamais entrée. Elle monta par l'ascenseur jusqu'à l'étage où on l'attendait. Les portes s'ouvrirent sur un couloir propre, silencieux, avec des plantes vivantes dans de grandes jardinières. Camille Chevalier sortit l'accueillir en personne. Jeune femme, au pas ferme, en tailleur sobre. Quand elle vit Valérie, elle fit quelque chose que la femme de chambre n'avait pas attendu. Elle la salua avec la même révérence professionnelle qu'elle aurait adressée à une directrice senior. « Madame Dufour, entrez s'il vous plaît. Nous vous attendions depuis longtemps. » Valérie resta immobile dans le couloir un instant. « Maître, excusez-moi, mais je sais très bien qui je suis. Il n'est pas nécessaire que vous me traitiez ainsi. » Camille la regarda dans les yeux et répondit avec un calme qui avait quelque chose d'incisif. « Madame, Maxime m'a ordonné de vous traiter comme une conseillère senior de la chaîne, mais je vais vous avouer quelque chose. Quand il m'a donné cet ordre hier soir, j'ai eu un instant à peine, mais je l'ai eu, où j'ai pensé. Quelle exagération! Une femme de chambre. Je suis descendu au café de l'immeuble en vous attendant. J'ai passé 20 minutes à penser à cet instant et je suis remontée honteuse de moi-même, madame, parce que j'ai compris que la première personne qui avait jugé l'uniforme avant de l'écouter, c'était moi.
je suis désolé. Et je vous demande de me permettre de vous écouter maintenant avec l'attention que vous méritez. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle sourit à peine. Un petit sourire, fatigué, magnifique. « Je vous remercie de votre honnêteté, maître. Entrons. » Les deux femmes entrèrent dans le bureau. Sur la table de réunion, il y avait déjà un dossier ouvert. À l'intérieur, Valérie reconnut des copies des mouvements de compte de Madame Odette, des listes de frais fantômes et, ce qui la surprit le plus, des photocopies de documents anciens avec une calligraphie de machine à écrire qui ne pouvait être autre chose que le dossier personnel de M. André Moreau, livré cette même nuit. Camille lui tendit une tasse de café, s'assit en face d'elle, alluma un petit enregistreur. « Madame Dufour, commençons par le début. Racontez-moi ce que vous avez vu ces derniers mois, sans rien omettre. » Valérie respira profondément et commença à parler. À de nombreux kilomètres de là, dans sa maison privée, Renaud Dubois terminait de se raser devant le miroir de la salle de bain. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à essayer de contacter Marc, et le portable de son neveu restait occupé. Il avait tenté de contacter l'individu en costume gris, et il ne répondait pas non plus. Il avait tenté de contacter le jeune garde qu'il avait envoyé au 8 étages la nuit précédente, et celui-là non plus. Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune de ses pièces ne répondait. Alors son portable sonna. Sur l'écran apparut le nom qu'il attendait le moins à cette heure, Maxime Beaumont-Duras. Il répondit d'une main ferme. Vieille habileté des hommes habitués à feindre. « Max, mon cher, il s'est passé quelque chose ?» La voix de Maxime était cordiale, trop cordiale. « Renaud, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui à 11 heures précises à l'hôtel. J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Rien de grave. Sujet opérationnel. Tu me confirmes que tu es là ? » « Bien sûr, Max. J'y suis. Une chose de plus, Renaud. Viens habillé formellement. Il y aura des gens extérieurs à la chaîne. » « Oui, je viendrai formellement, Max. Tranquille, je t'attends, mon ami. » Maxime raccrocha. Renaud resta à regarder le miroir un long moment. Mon ami, le mot lui avait semblé un adieu, mais Maxime avait toujours été un homme direct. S'il avait suspecté quelque chose de grave, il ne l'aurait pas appelé, il l'aurait fait chercher. Renaud termina de se raser, enfila un de ses meilleurs costumes, prit un café à la hâte et partit en direction du grand hôtel Belle Étoile, avec le même sourire facile qui lui avait ouvert des portes toute sa vie. À 11 heures précises, la salle du conseil d'administration de l'hôtel était déjà pleine. Les membres du conseil, des hommes d'affaires âgés, des conseillers juridiques historiques de la chaîne, 2 directeurs régionaux qui avaient voyagé en urgence en avion privé, occupaient les places autour de la grande table en chêne. Camille Chevalier était à l'extrémité de la table, son ordinateur ouvert. Monsieur André Moreau était assis contre le mur latéral, serein, une épaisse enveloppe sur les genoux. Didier Lacroix était debout près de la porte, les bras croisés. Maxime Beaumont-Duras présidait la table et au fond de la salle, dans une petite antichambre avec vitres teintées du côté opposé à l'entrée, un espace conçu à l'origine pour que les assistants de protocole suivent les réunions sans y participer. Valérie Dufour était assise en silence. De derrière cette vitre, elle pouvait voir toute la salle, mais ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas la voir. À 11h02, la porte de la salle s'ouvrit. Renaud Dubois entra avec son sourire facile, sa veste impeccable, son salut ouvert aux membres du conseil. Il salua Maxime d'une poignée de main ferme. Il s'assit à la place qui lui revenait, à droite du propriétaire de la chaîne. « Max, je suis là. Dites-moi l'urgence. » Maxime le regarda pendant une longue seconde, puis ouvrit un dossier devant lui, le tourna vers Renaud. « Renaud, avant de commencer, regarde ça. » Renaud baissa les yeux. Il vit un premier document, un mouvement bancaire, son nom, sa signature, le compte parallèle. Il leva le regard, son sourire se figea à moitié. « Max, ça s'explique. Je t'écoute, Renaud. C'est un mouvement de trésorerie interne, un prêt intersociété. Je devais t'en parler la semaine dernière, mais... Renaud, tu veux aussi expliquer celui-ci » Maxime tourna un deuxième document, puis un troisième, un quatrième et un cinquième, chacun plus compromettant que le précédent. Renaud, assis à la droite du propriétaire de la chaîne, vit comment chaque mouvement frauduleux qu'il avait construit pendant des années apparaissait sur la table en chêne comme des cartes qu'un joueur bien meilleur venait de poser toutes ensemble. Quand Maxime tourna le 7e document, la liste complète des prélèvements fantômes sur le compte de Madame Odette Bertrand au cours des derniers mois, signée autorisant le prélèvement par RD, Renaud Dubois baissa les yeux et pour la première fois de sa vie d'adulte, ne trouva aucun sourire. Prêt à offrir, Maxime ferma le dossier, posa ses mains sur la table. « Renaud,
Il y a une personne dans cet immeuble qui cette nuit t'a mise à genoux sans te toucher d'un doigt. Une seule personne, Renaud. La personne que toi et ton neveu avez envoyé arrêter avant qu'elle n'arrive à cette réunion. La personne dont le fils malade a été utilisé comme moyen de pression ce matin même. Renaud leva la tête. Max, quelle personne? Maxime leva la main, fit un geste vers l'antichambre du fond. La porte vitrée teintée s'ouvrit, et Valérie Dufour entra dans la salle du conseil d'administration. Renaud Dubois resta figé sur sa chaise. Il la vit s'approcher lentement, le dos droit, le tablier de l'hôtel toujours sur son uniforme, les yeux sereins de la femme qui pendant des années avait été invisible dans ses couloirs. Et il comprit en cette seconde que la personne qu'il avait décidé de traiter comme un meuble était la seule personne dans cet immeuble qui n'avait jamais oublié d'être humaine. Maxime s'éleva. Renaud, avant que les avocats et les membres du conseil ne parlent, cette dame va parler, car la première personne qui a le droit de te dire ce que tu as fait, ce n'est pas moi, c'est elle. Et Valérie Dufour, debout au bord de la table en chêne, face à l'homme qui avait tenté de la faire disparaître ce matin même, ouvrit la bouche pour parler. Valérie Dufour resta debout au bord de la table en chêne. La salle du conseil d'administration du Grand Hôtel Belle Étoile la regardait en silence. Les membres du conseil, les conseillers juridiques, les directeurs régionaux, des gens qui dans une autre vie n'auraient jamais écouté une femme de chambre à une telle table, attendaient avec l'attention immobile qu'on prête à quelqu'un qui est sur le point de changer l'atmosphère d'une pièce. Renaud Dubois était toujours assis à la droite de Maxime. Le sourire facile avait disparu. Il gardait sur le visage une expression d'homme qui se voit pour la première fois de l'extérieur. Valérie respira profondément. Elle pensa à sa mère Simone, qui l'avait rêvée universitaire. Elle pensa à Antoine, qui ce matin même avait ouvert la porte de sa maison à des inconnus sans trembler. Elle pensa à Madame Odette, qui s'était seule défendue contre 2 hommes de l'hôtel, leur exigeant d'appeler son avocat. Elle pensa à Monsieur André, qui avait gardé pendant 15 ans une enveloppe en attendant quelqu'un prêt à la lire. Elle pensa à elle-même, glissant le long du mur du couloir du 8 étages avec le portable du médecin contre son oreille, et commença à parler. « Monsieur Dubois, j'ai nettoyé votre bureau pendant des années. J'ai nettoyé les verres de la table latérale. J'ai nettoyé la poussière qui s'accumulait sur les cadres des tableaux. J'ai nettoyé les papiers que vous laissiez tomber par terre sans vous baisser pour les ramasser. Je l'ai toujours fait avec respect car ma mère m'a appris que le travail est le travail. Mais j'ai aussi vu des choses, monsieur. J'ai vu de petits comptes passer sous le bureau que vous signiez sans regarder la personne qui les recevait. J'ai vu une vieille dame nommée Odette, qui vit seule dans cet immeuble avant même que je n'y entre, recevoir des frais qu'elle n'aurait jamais pu demander. J'ai vu votre neveu, le jeune Marc Dubois, sortir à des heures indues par la porte de service avec un dossier fermé à la main. J'ai vu beaucoup de choses, monsieur. Et pendant des années, je ne les ai pas dites parce que mon fils dépend d'un médicament et parce que vous, sans le savoir, étiez le maître de mon silence. La salle était dans un silence absolu. Renaud baissa le regard. Hier soir, il s'est passé quelque chose qui m'a retiré ce silence. Hier soir, un homme que je ne connaissais pas s'est arrêté dans le couloir de mon étage et m'a posé une question que personne ne m'avait posée auparavant. Et ce matin, ce même homme a pris soin de mon fils quand vous, monsieur, avez envoyé un messager à la porte de mon immeuble pour acheter ma famille avec une enveloppe. Je ne veux pas parler de moi maintenant, monsieur. Je veux parler de Madame Odette. Parce que Madame Odette est la personne qui s'est retrouvée seule hier soir dans une chambre face à 2 hommes qui voulaient la faire sortir de chez elle. Et c'est la personne que vous avez volée pendant des mois, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Et à cette personne, monsieur, je ne demande rien pour moi. Je demande que vous lui rendiez tout ce que vous lui avez pris, jusqu'au dernier centime. Et je demande aussi que vous lui présentiez vos excuses en personne, en la regardant en face, avant que cette salle ne décide de ce qu'elle va faire de vous. Renaud Dubois ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur la table. Camille Chevalier ouvrit son ordinateur. Elle commença à lire à voix haute la liste complète des frais fantômes. Autorisation par autorisation, date par date. Le chiffre final, quand il fut atteint, fut suffisamment important pour que 2 directeurs régionaux se portent la main au front. Maxime Beaumont-Duras se leva, marcha jusqu'à la porte latérale de la salle, l'ouvrit, et Madame Odette Bertrand entra. La vieille femme marchait lentement, appuyée sur une canne fine qu'elle utilisait presque jamais en public, mais qu'elle avait décidé d'utiliser ce jour-là pour que toute la salle la voie marcher comme elle marchait. Fragile de corps, intacte d'âme. Didier Lacroix l'avait accompagnée en silence depuis l'ascenseur. Madame Odette avança jusqu'au devant de la table en chêne. Elle regarda Renaud. « Monsieur Dubois, mon mari m'a laissé cet endroit comme ma dernière demeure. J'ai fait confiance à cet hôtel et cet hôtel vous a fait confiance.
Je ne sais pas si je vivrai encore de nombreuses années, mais celles qui me restent, je ne veux pas les passer à garder de la rancœur contre vous. Je vais vous dire la seule chose que j'ai à vous dire, et ensuite, je ne vous parlerai plus jamais. Mon mari aurait dit qu'un homme qui vole une vieille femme seule est un homme que personne ne pourra plus aider. J'ajoute une seule chose de ma part. Je vous pardonne, non pas parce que vous le méritez, monsieur, mais parce que je ne veux pas porter le poids de ne pas vous avoir pardonné. Renaud Dubois baissa la tête. Pour la première fois dans cette salle, ses épaules tressautèrent. Il ne se permit aucun sanglot explicite, mais quelque chose se brisa en lui qu'il n'avait même pas su qu'il était entier jusqu'alors. Madame Odette se tourna, marcha lentement vers Valérie, lui prit la main et devant toute la salle, lui dit à voix haute ce qu'elle avait eu toutes ces années. « Ma petite, ta maman Simone, où qu'elle soit aujourd'hui, est fière et moi aussi. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle tente cette fois de les cacher. Camille Chevalier dirigea ensuite les procédures. Renaud Dubois fut démis de ses fonctions lors de cette même session. Il accepta, assisté de son avocat, un processus de collaboration incluant le remboursement intégral des sommes documentées, la cession de biens couvrant le montant documenté et la soumission aux conséquences civiles correspondantes. Marc Dubois, le neveu, avait déjà signé au bureau de Camille ce même matin, avant le conseil, une déclaration dans laquelle il livrait des détails de l'opération en échange d'un processus réduit. Monsieur André Moreau était assis contre le mur latéral avec l'enveloppe vide sur les genoux. Pour la première fois en 15 ans, son dossier cessait d'être un poids silencieux et devenait une justice signée. L'individu en costume gris, intercepté à la porte de l'immeuble de la famille Dufour, avait été remis au commissariat de police compétent. Le gardien, Monsieur Pierre, fut retrouvé enfermé dans la pièce de service de l'immeuble où il avait été emmené pour le distraire pendant la manœuvre. Il avait un petit coup sur le front et beaucoup plus de peur que de dommages physiques. Maxime s'occupa personnellement de couvrir le traitement médical du gardien et de sa famille. Avant la fin de la séance, Maxime Beaumont-Duras prit la parole une dernière fois. « Messieurs du Conseil, rien de ce qui s'est passé ce dernier jour n'aurait été possible sans 3 personnes que cette chaîne doit nommer à voix haute. Monsieur André Moreau, qui a gardé pendant 15 ans le dossier que cette salle vient de lire. Madame Odette Bertrand, qui a attendu seule face à cette entreprise parce qu'elle croyait en une femme qui portait dans ses bras une fille qui n'était pas la sienne. Et Madame Valérie Dufour, qui cette nuit a ouvert une porte que moi, propriétaire de cette chaîne, j'avais gardée fermée par peur pendant des années. À tous les 3, nous devons quelque chose qu'aucun salaire ne paye. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas faire comme si rien ne s'était passé. » Maxime respira et continua. « À partir d'aujourd'hui, dans chaque hôtel de la chaîne Belle Étoile, il existera une nouvelle fonction, la défense du client vulnérable. Sa mission sera de protéger les clients âgés, les clients seuls, les clients en situation fragile, contre toute irrégularité commise par le propre personnel de l'hôtel. Cette défense aura une autorité directe sur la direction de chaque propriété et relèvera de la présidence de la chaîne sans passer par aucune direction intermédiaire. La première défenseur du client vulnérable de la chaîne Belle Étoile sera Madame Valérie Dufour. » Valérie leva la tête surprise. « Si elle accepte, » ajouta Maxime, « avec un salaire digne, une équipe à sa charge et la couverture permanente du traitement médical de son fils par l'intermédiaire de la fondation d'entreprise, sans condition jusqu'au dernier jour de besoin médical de ce garçon. » La salle resta silencieuse, puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis toute la salle. Ce n'était pas un applaudissement protocolaire, c'était autre chose. Valérie regarda Madame Odette, regarda Monsieur André, regarda Maxime. « J'accepte, monsieur. » Quelques semaines plus tard, un matin quelconque, le hall du grand hôtel Belle Étoile se leva avec une petite plaque de bronze sur le mur latéral, près du comptoir de Monsieur André. La plaque ne portait pas de nom propre écrit, elle portait seulement une phrase gravée en lettres simples. « Dans cet hôtel, aucun client n'est seul. Dans cet hôtel, aucun employé n'est invisible. » Monsieur André Moreau la nettoyait personnellement chaque matin jusqu'au dernier jour de sa vie professionnelle. Il prit sa retraite un peu plus tard, lors d'une petite cérémonie intime dans le hall. Maxime lui offrit une indemnité extraordinaire. Monsieur André accepta la moitié et demanda que l'autre moitié soit destinée à la fondation de médicaments pédiatriques que l'hôtel soutenait déjà avec le cas d'Antoine. Il vécut ces dernières années à écrire des lettres à ses petits-enfants, à lire de vieux livres, et à rendre visite à Madame Odette dans sa suite tous les 15 jours. Madame Odette Bertrand reçut le remboursement intégral de chaque euro qui lui avait été soustrait, mais ne garda presque rien de l'argent. Elle le destina en totalité à un fonds fiduciaire, au nom d'Antoine Lefebvre,
pour ses futures études universitaires. Quand Valérie tenta de refuser, Madame Odette lui prit les 2 mains sur la table de la suite 814 et lui dit avec la lucidité intacte de ses 73 ans, « Ma petite, ta mère Simone m'a fait promettre que tant que je vivrai, tu ne serais pas seule. J'ai tenu cette promesse avec toi toute ma vie, mais maintenant c'est à mon tour de la tenir avec ton fils. Laisse-moi la tenir, ma petite. Ne me l'enlève pas. » Valérie ne put répondre, elle posa seulement sa tête sur l'épaule fragile de la vieille femme. Renaud Dubois respecta entièrement l'accord de restitution. Il perdit sa maison, il perdit son nom dans le milieu hôtelier, il perdit le cercle social qu'il avait soutenu pendant des décennies. Son neveu Marc Dubois, en revanche, prit un chemin différent. Après avoir respecté la justice, il s'inscrivit à un programme de formation universitaire sur l'éthique des affaires. Et, quelque temps plus tard, il envoya à Valérie une courte lettre manuscrite dans laquelle il s'excusait sans rien demander en retour. La lettre arriva au nouveau bureau de Valérie, au siège de l'entreprise. Elle la lut 2 fois, la rangea dans un tiroir, ne répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Il y a des pardons qui ne se donnent pas avec des mots, pensa-t-elle, mais qui ne se refusent pas non plus avec le silence. Camille Chevalier fut confirmée comme directrice de la conformité de la chaîne Belle Étoile pour toutes les propriétés du pays. Elle reformula les protocoles de gouvernance interne. Elle présenta l'affaire Belle Étoile à un congrès international d'audit d'entreprise comme référence éthique et ne jugea plus jamais, même un instant, l'uniforme avant d'écouter la personne. Didier Lacroix fut nommé chef permanent de la sécurité corporative. Sophie Lenoir, la réceptionniste de nuit, fut promue coordinatrice générale du service nocturne après avoir remis à Camille le lendemain du conseil un carnet de notes sur des mouvements étranges qu'elle avait observés pendant des mois, sans oser les dénoncer. Quand Valérie lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé avant, Sophie lui répondit, les yeux brillants. « Parce que jusqu'à cette semaine, madame, je ne savais pas qu'on pouvait parler dans cet immeuble. » Un matin, déjà à une autre saison, Valérie Dufour arriva tôt au siège de la chaîne Belle Étoile. Elle avait une réunion avec l'équipe de la Défense à la première heure. Avant de monter au bureau, elle s'arrêta dans le hall de l'immeuble. Sur le mur, près du comptoir, une plaque de bronze plus grande avait été installée le mois précédent. Elle portait les noms des clients âgés et seuls que la Défense protégeait actuellement dans chaque propriété de la chaîne. Le premier nom de la liste en lettres simples disait « Madame Odette Bertrand ». Suite 814, Grand Hôtel Belle Étoile. Valérie passa les doigts sur le bronze, puis monta. Dans son bureau, 2 choses l'attendaient. Une tasse de café préparée par sa secrétaire, qui avait appris en quelques semaines à ne pas l'appeler Madame la directrice, car Valérie insistait pour être appelée par son nom. Et sur le bureau, une enveloppe fermée avec le cachet de l'université publique de la ville. À l'intérieur, une lettre d'admission à la faculté de médecine adressée à Antoine Lefebvre. C'était une démarche qu'elle avait accompagnée avec son fils pendant des semaines. La lettre était arrivée ce matin même. Valérie ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut la première ligne, porta sa main libre à sa bouche, et pour la première fois dans cette nouvelle vie, elle pleura sans retenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle sortit son portable, composa le numéro de son fils. « Ma vie, maman, c'est arrivé, c'est arrivé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis la voix d'Antoine sortit ferme. « Jeune homme, maman, quand je serai médecin, je soignerai gratuitement les enfants des femmes qui nettoient des immeubles comme le tien. Je te le promets, maman. » Valérie ne put répondre tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Mon fils, ta grand-mère Simone te regarde aujourd'hui, » et elle sourit. Elle raccrocha. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Elle regarda la ville en bas, s'éveillant. Elle sortit de la poche de sa veste une petite carte ancienne à la calligraphie déjà usée qu'elle avait conservée depuis la première nuit pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Elle la lut de nouveau, la rangea et dit à voix haute, en regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Maman, Madame Odette, je suis là et je ne me taillerai plus jamais. » D'aucuns croient que le propriétaire d'un lieu est celui qui signe les chèques, celui qui a la clé maîtresse, celui qui entre dans l'immeuble avec une veste impeccable et un salut cordial. L'histoire de Valérie Dufour existe pour nous enseigner le contraire. Le véritable propriétaire d'un lieu est celui qui en prend soin quand personne ne le regarde. Celle qui nettoie avec respect la chambre d'une vieille femme seule et la traite comme une mère. Le vieux concierge qui garde en silence pendant 15 ans une enveloppe qui ne lui appartient pas. La femme de chambre qui ose prononcer un nom à voix haute
sachant que ce nom peut lui coûter tout. Ceux qui humilient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain oublient toujours la même chose. Parfois, la personne qui en sait le plus sur l'endroit où l'on croit commander est la personne à qui l'on n'a jamais rien demandé. Et quand cette personne décide enfin de parler, elle n'a pas besoin d'élever la voix, elle a juste besoin d'un appel au milieu d'un couloir et un monde entier, sans savoir pourquoi, baisse sa garde pour l'écouter.